le Robot Advisor. Je suis avec Serge Kazibraskis, le fondateur, créateur du robot et responsable de notre équipe QAM chez Swissquote. Donc, aujourd'hui, on va discuter du Robot Advisor dans un premier temps. Serge va nous expliquer l'algorithme, comment tout cela fonctionne. Et après, je vais finir aussi avec quelque chose un peu plus visuel, ou comment on crée une stratégie, et aussi comment on la gère une fois qu'on l'a lancée. Voilà. Alors, rapidement, nous sommes beaucoup de choses, spécialistes des produits financiers, de la plateforme, mais nous ne donnons pas de recommandations financières. Et tout ce que vous voyez ici est à but informatif. Si jamais je suis Loïs Masson, vous pouvez noter mon numéro de téléphone, mon adresse email. Vous pouvez m'appeler à tout moment si vous avez d'autres questions dans le futur ou si vous souhaitez investir avec le Robot Advisor ou d'autres produits. Je vous laisse revenir vers moi. Si vous avez des questions pour Serge aussi, je pourrais les transmettre après. Voilà. Bah écoute, Serge, je te laisse la parole. Loïs, merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir faire cette petite intervention devant vous, même si c'est par écran interposé. Je vous propose deux choses. La première, c'est de présenter un peu le département et nos missions au sein du département, la genèse, ou plutôt comment, oui, c'est ça, la genèse du Robot Advisor chez Swissquote, et puis quelques éléments. Il est bien évident que compte tenu du temps imparti, je ne pourrais pas aller dans le détail de l'algorithme lui-même, mais simplement vous donner les grands principes. Et comme Loïs l'a dit, nous pourrons ensuite échanger et puis j'essaierai de répondre à vos questions si vous deviez en avoir. Alors, le département Quantitative Asset Management a 10-12 ans. Je ne l'ai pas dit, mais parce que voilà, moi, ça fait 20 ans que je travaille chez Swissquote. Mais le département a 12 ans et nous avons 3 lignes principales d'activité. La première, c'est la ligne qui concerne la finance quantitative en général. Alors, cette finance quantitative, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les problèmes liés à ce qu'on appelle l'optimisation de portefeuille, l'exécution optimale, etc. Donc, c'est cette partie-là dont il va s'agir dans quelques slides lorsque j'essaierai d'expliquer le fonctionnement du robot. Nous avons une autre ligne qui est celle de l'intelligence artificielle et des big data, un peu plus jeune, 5 ans. Vous avez sans doute déjà entendu ces deux mots. Alors, c'est une activité qui se développe énormément et l'idée, c'est d'exploiter au maximum l'information contenue, voire cachée dans les données. Et ceci pour améliorer le service que nous rendons à nos clients et la performance des algorithmes que nous lui proposons. Enfin, nous avons une petite équipe dédiée au risque quantitatif et vous allez le voir, le risque est au cœur de l'algorithme du Robot Advisor et cette équipe s'occupe en particulier du calcul des marges pour l'activité options futures chez Swissquote. Donc voilà les 3 grandes activités du département. Et je voudrais simplement ici vous rappeler un petit peu ou plutôt vous donner les origines du robot. Donc ça, c'était il y a à peu près 10-12 ans. Marc Burki et Paolo Buzzi, les fondateurs de Swissquote, sont venus nous voir en nous demandant s'il serait possible de créer un algorithme permettant de gérer un portefeuille d'actions de manière totalement automatique. Donc ça, c'était il y a 12 ans, et avec mon collègue Florent, eh bien, nous avons essayé de relever le défi. Et après une année et demie de recherche, nous sommes revenus avec une solution. Et à ce moment-là, les deux fondateurs nous ont dit, bon, effectivement, ça semble fonctionner, mais il faut le prouver maintenant. Et donc, à l'époque, nous avons créé 2 fonds quantitatifs basés sur l'algorithme qui aujourd'hui est utilisé dans le robot. Ces 2 fonds existent toujours et j'en dirai un mot à la fin. Alors, maintenant, la partie un peu plus, je dirais un peu plus technique. Alors là, j'ai une question à poser. Est-ce que nos internautes voient la souris à l'écran ou non? Oui, mais lentement. D'ailleurs, vous la voyez. Vous pouvez dire dans les commentaires si vous la voyez ou pas. Mais lentement, très bien. Ah, bougez lentement. Donc, le principe de la gestion est en fait un principe qui n'est pas récent. Ça a été développé dans les années 50 par un certain Markowitz, qui d'ailleurs a eu le prix Nobel pour ses travaux. Et ce monsieur Markowitz a trouvé cette idée géniale de dire que chaque instrument financier pouvait être représenté dans un plan risque-retour. Alors en face de vous, vous avez un graphe ici coloré
sur l'axe des abscisses, vous avez la volatilité, et sur l'axe des ordonnées, vous avez le retour espéré. Alors, comment ce graphique se lit-il? Chaque point ici individuel représente un instrument financier. Et donc, Markowitz a dit, cet instrument, on peut le caractériser par son risque et son retour. À l'époque et pendant de nombreuses années, le risque d'un instrument financier était représenté par la volatilité. Donc la volatilité, c'est la propension d'une variable aléatoire à s'écarter de sa moyenne. C'est les oscillations, on peut dire, autour de sa moyenne. Et puis, sur l'axe des ordonnées, il a caractérisé le retour espéré comme le retour qui a été calculé selon le retour moyen sur la dernière année, le dernier mois, les derniers 6 mois. Et cette façon de faire a perduré pendant de nombreuses années. Alors évidemment, les algorithmes se sont améliorés, mais principalement, c'était la même idée derrière. Donc déterminer chaque instrument financier par une volatilité, son risque et un retour espéré, le retour observé durant la dernière année. Et donc ce monsieur Markowitz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que si je prends ici tous ces petits points comme représentant je dirais, les titres ou les actions d'un univers donné, eh bien, il a dit la chose suivante, chaque portefeuille que l'on peut construire à partir de ces représentants, c'est-à-dire 3 UBS, plus 2 Crédit Suisse, plus 1 ABBN, eh bien, cela va donner un nouvel instrument financier. Et cet instrument financier, on peut aussi le représenter dans le plan volatilité et retour. Et dans ce cas-là, tous les instruments financiers que l'on pourra fabriquer à partir d'un univers donné seront nécessairement situés sous cette courbe rouge ici, que l'on appelle frontière efficiente. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire la chose suivante. Si je me place à un niveau de risque donné, la théorie dit qu'il existe un et un seul portefeuille tel que, pour ce risque donné, le rendement espéré soit maximum. C'est ce qui permet de donner son sens à la notion de frontière efficiente. C'est une frontière qui permet de déterminer qu'il y a des portefeuilles optimaux, efficients. Et de même, si je prends un niveau de retour donné, eh bien, il existe un et un seul portefeuille. Je vous rappelle qu'un portefeuille, c'est une combinaison de titres individuels. Eh bien, il en existe un qui a une volatilité minimum. D'accord? Donc, il existe des portefeuilles optimaux. Et ces portefeuilles optimaux, ils sont situés sur cette frontière efficiente ici. Alors la question maintenant, mais comment on les calcule ces portefeuilles? Comment on les trouve? Comment on détermine les titres et comment on détermine les poids? Eh bien ça, c'est toute une série d'algorithmes qui ne cessent de s'améliorer, qui s'améliorent encore aujourd'hui et qui constituent la base de la gestion quantitative de portefeuille. Alors autour de ce, je dirais, cadre général, il est possible de faire des améliorations, ou plutôt des évolutions, en fonction des convictions que l'on possède, et c'est ce qui a été fait chez Swissquote. Et chez Swissquote, nous avons décidé d'utiliser pour mesure de risque non plus la volatilité, mais la conditional value at risk. Je vous dirai un mot sur cette notion juste après. Et puis, pour le retour espéré, nous avons utilisé, non pas le retour observé au cours de la dernière année, il se trouve que les tests montrent que cette mesure-là n'est pas une bonne mesure, elle n'est pas capable de prédire ce qui va passer, pas capable de bien prédire ce qui va se passer dans les jours à venir. Et nous avons utilisé le momentum, qui est une mesure de rendement. On appelle ça une mesure qui rentre dans la grande famille des trend following indicateurs. Trend following, c'est-à-dire qu'on suit la tendance. Et nous avons donc transformé ou adapté le framework, la méthodologie Markowitz, et pour en faire une méthodologie Swissquote où la mesure de risque est la conditional value risque et la mesure de retour un rendement. Et alors, comment les choses se passent maintenant? Eh bien, ça, c'est ce qui est vraiment au cœur de l'algorithme. Dès lors que vous avez choisi un univers et toute une série de contraintes ou d'objectifs que Loïs va détailler dans sa démonstration tout à l'heure, eh bien, l'algorithme qui est au cœur du robot est capable de fabriquer ce portefeuille optimal, c'est-à-dire celui qui maximise un momentum pour une CVAR donnée. La particularité de ce robot, c'est que dès lors que le portefeuille est déterminé, calculé, et qu'il est ensuite envoyé au marché, c'est-à-dire que les ordres d'achat et de vente sont aussi envoyés au marché de manière automatique, eh bien, les conditions
où l'environnement financier peut évoluer et le portefeuille va donc quitter la frontière efficiente. Il la quitte parce que tout simplement une nouvelle a pu annoncer que les pharma typiquement allaient être en difficulté. Or, nous avions surpondéré les pharma et donc on risque de quitter la frontière efficiente. Et dans ce cas-là, il y a une règle absolue, et on est, je crois, les seuls sur le marché à le faire, qui dit que si on dépasse le risque que le client a demandé, ça c'est Loïs qui vous montrera dans le détail tout à l'heure au cours de la démo, eh bien, l'algorithme détecte cette situation, je dirais, pathologique, et décide de lui-même d'engager un rebalancement, c'est-à-dire d'engager un nouveau calcul de portefeuille optimal, de sorte que le nouveau portefeuille soit de nouveau compatible avec la mesure de risque, avec le niveau de risque que le client a demandé. Donc voilà, évidemment, j'aimerais passer plus de temps pour vous expliquer tout ça encore plus dans le détail, mais ça vous donne les grandes lignes. On se base sur une méthodologie qui est éprouvée, la méthodologie Markowitz. Nous l'avons adaptée avec une nouvelle mesure de risque et une nouvelle mesure de rendement. Et puis, nous en avons fait toute une procédure qui permet à un algorithme de gérer le portefeuille en suivant les recommandations du client. C'est un pilote automatique aussi. Exactement, c'est un pilote automatique. Alors là, merci. Effectivement, c'est un pilote automatique, mais il faut voir que, aussi sophistiqué soit-il, le pilote automatique a besoin qu'on lui donne des instructions. Et là, c'est ce que Loïs va vous montrer tout à l'heure dans la démonstration. Alors, je passe au slide suivant. Alors, n'ayez pas peur, il y a une formule, il y a un graphe. Ça, c'est pour vous montrer la mesure du Conditional Value at Risk. En fait, il faut regarder ici qu'une seule chose, c'est la courbe que j'ai représentée, qui est représentée ici. J'ai tiré ça d'une image prise sur Google, mais l'idée, c'est ça. C'est cette courbe ici. Qu'est-ce qu'elle représente, cette courbe? C'est la distribution des retours. En gros, elle me permet, si je suis capable de la calculer correctement, de dire que la probabilité pour que le rendement de mon portefeuille soit compris entre 3 et 4 %, eh bien, il suffit tout simplement que je calcule l'air qu'il y a entre 3 et 4 % ici. Et ça me donnera la probabilité que le rendement soit entre 3 et 4 %. Maintenant, si je veux, quelle est la probabilité pour que le rendement soit plus petit qu'une certaine valeur, eh bien, je calcule l'air qui est à gauche de cette valeur. Eh bien, la value at risk ou la conditional value at risk fait exactement ce genre de calcul. Elle calcule la perte qui a X % de chance d'être dépassée d'ici à un horizon de temps donné. Alors que la volatilité travaillait plutôt dans cette région, la conditional value at risk travaille ici dans ce qu'on appelle les queues de distribution, les fat tails ici, et permet donc d'avoir une mesure de risque qui est plus sensible aux événements extrêmes, aux catastrophes, on va dire. Donc ça, c'est le choix de notre mesure de risque. Il faut savoir qu'à l'époque où on a introduit, où on a utilisé, pardon, ces notions étaient déjà connues du monde académique, les accords de Bâle III demandaient aux banques d'utiliser la value at risk, sans les contraindre. Et nous, à l'époque, avions décidé d'utiliser la conditional value at risk, qui est encore une mesure de risque plus évoluée. Ça, c'est pour vous dire qu'on a vraiment suivi ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'industrie au niveau de la mesure de risque. Au niveau du momentum, ce qu'il faut savoir, c'est que le momentum, évidemment, il n'est pas capable de prédire avec un degré de confiance proche de 1 lequel des titres de l'univers va continuer à surperformer sur un horizon donné. Par contre, statistiquement, on sait que le momentum fonctionne très bien lorsque les marchés sont bullish. C'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser cette mesure de risque. Parce que sur le moyen long terme, il y a des chances qu'on traverse une phase de marché bullish, en sachant que si jamais le marché devait corriger, eh bien, le contrôle dû au risque viendrait prendre le relais. Donc, c'est ça un peu l'idée. Alors, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas surperformer les indices lorsque les indices montent et perdre moins lorsque les indices baissent. Le problème, c'est que ces algorithmes-là gardent une mémoire relativement intense des phénomènes importants. Ce qui veut dire que lorsqu'on a une chute brutale du marché, eh bien, l'algorithme en général se met cash très vite, mais il reste cash assez longtemps. Et donc, si le rebond est violent, eh bien, le marché nous rattrape un petit peu derrière. Et donc, c'est là l'idée du robot où on laisse, comme le disait Loïs tout à l'heure, au pilote le choix de se mettre en pilote automatique ou de changer les paramètres du robot à tout moment du vol. Ici, on peut dire qu'après une chute, le client a la possibilité de réaugmenter le niveau de risque pour pouvoir suivre le rebond plus vite si il le souhaite. D'accord? Donc, c'est ça vraiment, vraiment l'idée. On peut l'adapter. Exactement.
Ici, c'est un graphe qui peut paraître un peu, ah oui, d'autant plus mystérieux que malheureusement le texte qui devait être dans le rond tout à gauche a disparu. Dans ce rond-là, dans ce cercle-là, il devait être inscrit comité d'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme, évidemment, est autonome. On peut le laisser marcher et ne plus s'en occuper du tout. C'est évidemment pas ce que nous faisons. Nous avons d'abord un contrôle régulier de toutes les stratégies, je vous en parlerai juste après, mais nous avons aussi un mécanisme de gouvernance qui fait que toute décision majeure prise sur le robot doit être validée par un comité d'investissement. Donc, il y a une supervision humaine, comme ces fameux pilotes dans le cockpit qui suivent les pilotes automatiques. Eh bien, nous avons le même procédé dans notre département lorsqu'il s'agit de changement d'algorithme, d'évolution, on va dire, mais aussi grâce au département trading qui vient nous donner des informations importantes et qu'on peut répercuter sur, je pense par exemple à l'univers, lorsque le trading est au courant d'une corporate action. Vous savez, ce sont ces fameuses modifications de titre en cours de vie d'un titre. Eh bien, il nous en informe en amont et on regarde quelles conséquences cela peut avoir sur l'algorithme. Donc, tout ça pour dire que derrière la machine, il y a évidemment des équipes qui supervise la machine. Ceci dit, elle est suffisamment autonome pour éviter tous les effets émotionnels, je dirais. Peut-être que Loïs en parlera tout à l'heure un peu, mais c'était important de le signaler. Les marchés sont pas émotionnels. Pourquoi être émotionnel avec eux? Exactement. Alors ici, j'ai un slide de surveillance, peu importe. Vous voyez à gauche que nous avons des dizaines de cockpits. Il faut bien comprendre que nous surveillons aujourd'hui non pas un portefeuille, mais plusieurs milliers. Et donc, il faut que nous puissions être alertés à tout moment de comportements pathologiques ou de problèmes survenant sur un portefeuille. Donc là, j'ai par exemple à gauche un cockpit qui nous permet de voir si la diversification de chaque portefeuille est bien contrôlée, si les évolutions de marché ne font pas qu'un portefeuille se retrouverait très déséquilibré, je vais dire, en termes de diversification. Si tel était le cas, eh bien, on prend les mesures ou on contacte le client pour lui dire. Et puis à droite, je vous ai même présenté ça. Vous souvenez tout à l'heure du plan risque-retour. Eh bien ici, c'est la même chose, sauf que c'est le risque observé et le retour observé. Et là, je vous ai même pris l'animation de ce soir à 19h, je crois, à 18h, pardon. C'est ici une partie de nos clients, la partie qui sont purement equity, et chaque point représente un client. La taille est proportionnelle à l'asset under management, et vous voyez en temps réel le portefeuille bouger, c'est-à-dire qu'un point voit son risque évoluer et voit son retour évoluer. Donc ça nous permet de mesurer tout de suite s'il n'y a pas. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, les marchés étaient un petit peu négatifs. On a un certain nombre de clients qui perdent 0,1% aujourd'hui. Les points en rouge, ce sont des portefeuilles types que l'on suit aussi, qui nous permettent de voir s'il n'y a pas d'incohérence. Et voilà. Donc là, c'est important aussi que vous sachiez que même, encore une fois, si la machine est seule à gérer, passer des ordres, etc., il y a énormément d'outils de surveillance autour qui nous permettent de contrôler en temps réel quasiment que tout se passe conformément au cahier des charges de l'algorithme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui en 10 minutes. Je ne sais pas si Merci. Je suis en avance, retard. Non, parfait. Surtout si les questions, si vous deviez avoir des questions d'expérience, elles viennent des fois après, donc n'hésitez pas. Contacter après, ouais. Ah, mais je vois j'en vois certaines qui arrivent. Peut-être que je peux me permettre, est-il possible d'exclure certains titres du portefeuille? Ouais. Absolument, et Loïs va vous montrer comment cela fonctionne. Voilà. Quelle a été la performance moyenne de ces portefeuilles? C'est bien ça. Ouais. Très difficile de répondre à cette question de manière globale parce que chaque client met ses propres paramètres, donc ils ne sont pas tellement comparables. Ceci dit, je peux vous dire qu'en 2021, les performances pour la plupart des clients sont en ligne ou au-dessus du benchmark, et je vais peut-être juste vous illustrer deux choses. Stéphane, non, il n'y a pas la possibilité de mettre des options aujourd'hui. On est pure action, produit de taux, fixed income, commodities, crypto, on est les seuls à faire ça, et real estate. Okay, ouais. Ah, mais il manquait un slide. Ah, dommage, il manque un slide. Le slide qui manquait, c'est que je vous ai dit au début de l'intervention qu'il y avait deux produits qui avaient été émis par Swissquote pour montrer la faisabilité du robot advisor. C'était deux fonds quantitatifs.
Je voulais simplement vous dire qu'ils sont toujours en vie, ces fonds quantitatifs. Je vous l'ai montré. Non, D'accord, pardon. Ouais. Ils sont toujours, ils sont toujours, peut-être tu m'entendras tout à l'heure. Voilà. Ah bah il y a une image mais c'est simplement pour vous dire que le fonds suisse avait gagné le prix Lipper en 2016, il y a 5 ans. Donc pour gagner, il faut être le premier. Là, on est toujours dans les 10 premiers, mais donc là, c'était l'image du prix Lipper. Attends, reviens. Ouais. L'image du prix Lipper en 2016. Et là, récemment, il y a Scope Analysis, qui est une agence de notation évidemment indépendante, qui a raté le fonds euro avec la meilleure note qui soit. Donc voilà, ces deux proof of concept continuent de vivre. Ce sont des fonds quantitatifs et l'algorithme qui est derrière, c'est le même que celui qui gère les portefeuilles du robot. Et ces deux fonds ont permis sur des portefeuilles equity univers suisse et univers européen eh bien d'être comparables avec les meilleurs des fonds qui existent aujourd'hui dans leur catégorie. Voilà, j'en ai fini ici. N'hésitez pas, toutes les questions, Loïs va répondre déjà à la majorité d'entre elles, et puis si certaines nécessitent plus de détails, on verra ensemble. Vous avez mon email, vous pouvez me recontacter. Moi, je vais vous montrer. Merci Serge. Merci, je vous souhaite une bonne fin de webinaire. Moi, je vais vous montrer comment on utilise la plateforme, comment on peut changer, paramétrer son robot, et ainsi de suite. Et si jamais, pour le fonds que Serge parlait, on peut le trouver ici sur la plateforme. Vous allez sur fonds à gauche et il sera tout en bas. Bon, il y a un petit souci là avec mon internet. Voilà. Alors, quand vous avez créé un compte, là, c'est un compte de démonstration. Vous arrivez sur cette page et dans les vrais comptes, c'est la même chose. Donc d'abord, il faut créer une stratégie. Donc comme Serge l'expliquait bien, chaque robot va être différent parce que vous avez tous des montants différents, une tolérance au risque différente et peut-être des idées d'investissement différentes. D'accord? Donc là, on clique sur créer une stratégie et on va modifier les paramètres. De base, on a mis un risque avec un risque 3 qui est conservateur et on va essayer avec 100 000 francs suisses. Vous pouvez changer. Le minimum est de 50 000 francs suisses, c'est ce qu'on recommande. Et vous pouvez toujours rajouter des fonds après, mais je reviendrai là-dessus à la fin. Donc, on clique sur continuer voir les détails de la stratégie. Et voilà comment on peut changer les paramètres. Modifier les paramètres. On peut d'abord changer le nom. Cette stratégie, je vais l'appeler action. Le montant à investir, on peut mettre 100 000 ou le montant qu'on recommande en ce moment, c'est 50 000. La devise de la stratégie, c'est-à-dire en quelle devise vous souhaitez que tous les calculs soient mis. On va laisser en francs suisses. Le niveau de risque qui va de 1 à 10, 1 étant le plus conservateur, 10 le plus dynamique. Notez que vous pouvez toujours l'adapter, ce niveau de risque. Donc, mettons quelque chose de moyen, un niveau 5. On a l'option, et ça, on est l'un des seuls robots au monde à proposer du hedging sur les monnaies, sur vos positions. L'idée, c'est que si vous avez une monnaie de base qui est le franc suisse, mais votre robot investit en dollars et que le dollar chute, c'est-à-dire que vos investissements en dollars valent moins par rapport au franc suisse, on peut protéger cela. Vous pouvez l'activer ou le désactiver à tout moment. Et aussi la fréquence de relocation qu'on met à semestriel ou si vous voulez un robot plus dynamique, on va laisser ça, on va mettre ça à mensuel. Voilà. Donc, voilà, on a fait 50% du travail presque. Maintenant, on va parler vite fait de l'univers d'investissement. Donc, Swissquote, on présélectionne à peu près 2000 positions, c'est-à-dire 2000 actions, ou enfin, composées d'actions, matières premières, crypto-monnaies, dans lesquelles le robot peut investir. On ne veut pas qu'il investisse dans les plus de 3-4 millions que Swissquote, de produits que Swissquote propose. Donc, on va laisser actions à 95% en ce moment. Et là, vous voyez que vous avez tous les secteurs en dessous, comme les énergies, les transports, les finances. Et là, par exemple, vous pouvez supprimer certains secteurs. Par exemple, les matières premières, vous pouvez les supprimer. Ou au contraire, on voit en ce moment avec l'inflation, ce genre de choses, que ce secteur va peut-être surmarcher, on pourrait le surpondérer. Voilà. Pareil, par exemple, avec les technologies. Voilà, si vous voulez surpondérer ce secteur, c'est-à-dire que en surpondérant ou surpondérant une catégorie, l'algorithme va accorder plus ou moins d'importance à cette catégorie par rapport à une autre. On a aussi les zones, alors là on parle que des actions si jamais, on a aussi les zones géographiques. Donc là on pourrait sortir quelques pays ou quelques zones. Donc, par exemple, imaginons vous avez déjà beaucoup d'investissements sur le marché européen et suisse, vous voulez un robot que marché américain, vous pourriez par exemple supprimer la Suisse et l'Europe. Comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'investissement sur ces pays. Bien sûr, on a les matières premières avec l'agriculture, les énergies, les métaux, on les a désactivés de base, mais vous pouvez les activer. Crypto-monnaie, alors là, on peut avoir une partie de son portefeuille, jusqu'à 3% de son portefeuille en crypto-monnaie. Si jamais on n'a pas, le robot advisor ne peut pas gérer un portefeuille à 100% crypto-monnaie, cette question revient tous les jours en ce moment.
L'immobilier aussi, donc on peut vraiment avoir de l'immobilier États-Unis, européen, suisse, même asiatique, et de l'obligation. Là, vous avez vraiment tous les secteurs. Voilà. Donc, on applique les modifications. On va laisser cette stratégie 100% action. On a aussi ce qu'on appelle une wishlist et blacklist, c'est-à-dire wishlist, c'est s'il y a des actions que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille, ou blacklist que vous ne souhaitez pas avoir ou vous ne pouvez pas avoir dans votre portefeuille. Donc, maintenant, on travaillait dans une compagnie, typiquement Swissquote, où moi, je n'ai pas le droit d'investir dans des actions de Swissquote. À certaines périodes, je mettrai Swissquote dans mon blacklist. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, on a paramétré, et là, on va voir ce que le robot propose en temps réel aujourd'hui, basé sur 1, les conditions de marché, sur 2, votre stratégie, et sur 3 aussi, sur le montant qu'il y a dans votre compte aussi. Parce qu'un robot qui aurait, par exemple, 30 000 francs, bon, on a mis à 50 000 minimum, ou 100 000 ou 10 millions, n'aura pas du tout la même structure de portefeuille. L'un aura peut-être plus d'ETF qu'un autre qui est plus gros avec plus de titres en direct, plus de peut-être d'actions en direct. Voilà. Et ça va évoluer. Je prends ce petit moment que ça recalcule, si jamais, pour vous expliquer 2-3 petites choses. Si jamais le robot advisor est flexible, vous pouvez changer vos investissements à tout moment. Vous pouvez rajouter des fonds à tout moment. Donc, beaucoup de gens utilisent ce compte comme un compte d'épargne sur stéroïdes, où l'idée, c'est qu'ils mettent, on met 50 000, puis après, on peut rajouter peut-être 300, 400 francs chaque mois dedans, et ça va être investi d'une manière automatisée. Les dividendes, d'ailleurs, sont réinvestis aussi d'une manière automatisée. Et voilà, donc ça, c'est un peu les choses. On peut l'arrêter aussi, le robot, à tout moment. Donc, il y aura toujours un bouton arrêter pour si vous avez besoin des capitaux pour un autre projet, ou pour investir vous-même, ou parce que vous êtes content avec vos performances annuelles et vous dites c'était ça ce que vous voulez faire, alors vous pouvez l'arrêter avec l'idée de le relancer s'il y a peut-être une correction. Voilà, il y a plein de choses, on peut avoir 10 000 clients, il y a 10 000 manières de l'utiliser. Alors, je ne sais pas pourquoi ça prend un petit peu de temps de créer ce portefeuille. Bon, j'en reviendrai dessus juste après. Si jamais vous aviez si jamais une deuxième partie, vous aviez, là, je voulais vous montrer rapidement qu'est-ce que le robot proposait comme position. Je ne sais pas pourquoi ça ne le montre pas. On va atteindre et vous verrez les positions, et après, vous pouvez, avec le pourcentage, vous pouvez vérifier, changer, adapter, puis après le lancer dès que vous êtes prêt. Voilà. Imaginons que vous avez lancé votre robot. Alors ça, c'est malheureusement un vieux compte que je montre, qu'on avait fait un test rapidement sur 3 jours. Avec 10 000 francs, on ne propose plus cela. Là, vous verrez l'évolution au jour le jour. Vous avez l'application. Vous pourrez voir dans le détail de votre portefeuille aussi toutes les monnaies que vous avez. Vous pouvez avoir du franc suisse, de l'euro, du dollar. Les événements aussi qui se sont passés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre compte? Quand est-ce qu'on a annulé la stratégie? Quand est-ce qu'on l'a créée? Là, on voit que c'était vraiment juste un test. Votre performance absolue qui va aussi évoluer avec le temps. Ce que Serge discutait aussi, le niveau de risque moyen de son portefeuille. Donc là, vous pourrez aussi voir, dès que votre niveau de risque qui est en bas, qui est en négatif, la CVAR, il sera dépassé, c'est-à-dire qu'il y a eu un événement de marché qui a affecté votre portefeuille, votre niveau de risque est dépassé, le robot va faire ce qu'on appelle une réallocation, c'est-à-dire qu'il va vendre des positions pour se remettre sur un niveau de risque optimal. Donc comme le graphique le montrait là, si imaginons d'un coup on a un crash boursier, votre niveau de risque est dépassé, va à droite, eh bien, le robot va se rebalancer pour revenir sur un niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. On voit aussi, bien sûr, son univers d'investissement, c'est-à-dire dans quoi est-ce que vous voulez que le robot investisse. Sachez que vous pouvez toujours changer ces paramètres. Et en bas, vous aurez bien sûr les paramètres de la stratégie. Donc là, on a arrêté ce robot. On pourrait le relancer en cliquant sur redémarrer. Vous aurez la position de forcer des réallocations. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la couverture de risque de change. Et bien sûr, dans simulation en haut à droite, vous pouvez créer une nouvelle stratégie si vous voulez vraiment l'adapter. À tout moment, vous aurez la section des transactions, où là, vous pourrez voir toutes les transactions qui ont été faites à tout moment. Malheureusement, c'est un compte de démo, donc il n'y en a pas. Ah si, voilà. Donc, vous voyez toutes les banques, tout ce qu'on a acheté, pardon, avec ce petit compte de démo sur quelques jours. Et bien sûr, les paramètres, vous pouvez changer votre langue, les performances, en quelle monnaie, ce genre de choses. Alors, voilà, je reviens sur mon compte de démonstration. Enfin, avant de finir, on voit que là, on a proposé pour 50 000 francs toutes ces positions. Donc, vous connaîtrez par exemple Roche en francs suisses. On montre le secteur,
le pays, combien d'actions, le montant, et on voit le montant qui est d'à peu près 5, qui représenterait 5% du portefeuille. Voilà, on voit vraiment la pondération. Il y en a à 1%, d'autres à 5%. Il faut imaginer que vu qu'on a une fréquence de réallocation qui est mensuelle, notre portefeuille va venir à changer à tout moment. D'ailleurs, si une position chute trop, le portefeuille chute trop, ça pourrait se faire avant la fin du mois, par exemple. OK? Et si vous voulez vous lancer, vous cliquez sur vérifier, investir, et voilà. Juste rapidement, comment on peut d'ailleurs voir les performances passées. Beaucoup de gens nous demandent quelles ont été les performances de cette stratégie. On n'a pas une stratégie en commune, on a les fonds qu'on pourrait regarder, mais qui est sur le marché suisse. Donc on n'a pas deux stratégies pareilles. On ne pourrait pas comparer une pomme avec une poire aussi, parce que beaucoup de gens nous comparent avec des marchés, des indices d'actions, mais là on peut avoir des stratégies qui sont bien plus diversifiées, avec des obligations d'État, de l'immobilier. C'est vraiment quelque chose pour le long terme aussi. Et là on voit que cette personne, enfin ce compte qui aurait commencé avec 50 000 il y a 10 ans, aujourd'hui vaudrait 150 000. Donc vous avez fait quasiment x3. Je vais répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à les noter à la fin de ce webinaire. Vous voyez l'intégralité graphique, vous avez plus d'informations ici. Vous pouvez avoir la CVAR moyenne, le rendement annuel. Donc là, avec une stratégie action, on est sur du 12%, la volatilité, notre ratio de Sharpe, toutes ces petites choses. Et d'ailleurs, on va pouvoir aussi voir ici notre CVAR moyenne. Donc c'est-à-dire dès que le niveau de risque moyen, et on voit que plusieurs fois, il y a eu des réallocations qui sont arrivées dues au niveau de risque. Donc le robot est vraiment comme un gestionnaire de fortune électronique qui va suivre votre portefeuille et le gérer. Voilà. Ben écoutez, merci en tout cas pour votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement, mais restez pour les questions.